Alors, deuxième intervention de l'après-midi dans le cadre de Datarama, donc notre 8e édition de Datarama consacrée cette année à la data visualisation d'intérêt général. Donc, on accueille cet après-midi Estelle Harry, donc, qui est, je vais pas dévoiler plus votre portrait, mais vous êtes donc designer doctorante, et ma collègue Frédéric Kroupa va vous dresser effectivement le portrait, voilà, en quelques mots. Donc Frédéric Kroupa, vous êtes à l'école de design et vous allez nous dire pourquoi vous avez souhaité inviter Estelle Harry cette année dans la 8e édition de Datarama. Oui, donc j'ai le plaisir de travailler avec Estelle sur de nombreux événements déjà depuis quelques années. Et il y a plusieurs raisons que nous avons choisi de l'inviter cette année pour Datarama. En particulier, le sujet de sa thèse en préparation au RMIT en Practice-Based Research traite des algorithmes d'État. Donc justement, ce sont des algorithmes pour la décision d'intérêt général. Et aussi, elle vient de quitter justement son poste au laboratoire d'innovation en tant que designer à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le fameux CNIL, qui est censé gérer le RGDP sur le territoire français. Donc c'est vraiment la police, plus ou moins, des pratiques relatives aux données. Donc on est très très contente de l'avoir parmi nous et je te laisse présenter. Merci beaucoup pour cet accueil. J'attends mes slides. Peut-être vont-ils arriver. Le temps qu'ils arrivent, dans ce cas-là. Alors, je ne vais pas me représenter vu que ça a été fait. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de la question des algorithmes dans la fonction publique et notamment du principe de transparence qui s'y applique. Sachant que effectivement, en commençant ma thèse, en fait, je me suis un peu posé la question de mais au fait, ces algorithmes, où sont-ils, qui sont-ils et par qui sont-ils utilisés? Alors, grosso modo, en fait, ce qu'il faut voir, c'est potentiellement la première question, c'est pourquoi est-ce que c'est intéressant comme sujet et pourquoi est-ce qu'il y a quand même un intérêt à savoir ce que l'État fait avec ce type d'outils. Alors, typiquement, quand on développe un algorithme, ça a été un peu présenté ce matin, je pense, on fait appel à tout un tas d'indicateurs pour essayer de comprendre et de mesurer l'efficacité ou la précision en fait, des algorithmes qu'on va utiliser pour s'assurer que ça fonctionne bien et que, par exemple, ça ne va pas faire de faux positifs, etc., etc. Donc là, ce que vous avez à l'écran, c'est typiquement des méthodes, enfin c'est une façon de mesurer la précision d'algorithmes de classification, si je me souviens bien. Et vous avez différents types d'algorithmes en fait, qui sont testés avec la même méthode, qui donnent, en fait, chaque algorithme a priori a des niveaux de précision différents. Et forcément, on va peut-être se dire, bon, bah, je vais utiliser celui qui a le meilleur, qui a tout simplement la meilleure précision. Une fois qu'on a ces chiffres, on se dit « chouette, mon algorithme fonctionne, tiens, je vais l'utiliser ». Ce qui se passe, en fait, c'est qu'en pratique, la mise en place d'algorithmes dans la fonction publique, donc par et pour le gouvernement, si je puis dire, ça peut avoir quand même tout un tas d'effets qui ne sont pas du tout prévus et mesurables, en fait, dans le type d'indicateur que je vous ai présenté juste avant. Pour vous donner un exemple très concret, la ville de Rotterdam a mis en place un algorithme de détection de la fraude par rapport aux aides sociales que la ville donne, justement. Et ça a quand même abouti à des milliers de personnes qui se sont retrouvées dans la rue de façon injustifiée et à des cas de suicide. Donc on est quand même sur des impacts extrêmement forts pour un algorithme qui est justement censé servir l'intérêt général, etc., etc. Donc ça, c'est pour illustrer un peu pourquoi c'est important d'avoir potentiellement un droit de regard sur ce type de technologie qui est utilisé par les gouvernements, donc en France et ailleurs, en Europe, aux États-Unis, et aussi en Inde. Enfin, vous avez énormément de pays en fait, qui s'outillent de ce type de technologie. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la transparence, c'est pas juste une idée farfelue, si je puis dire. C'est une obligation légale. Donc, vous avez plusieurs textes en France qui encadrent ça. Vous avez le Code des relations avec le public et l'administration. Vous avez le RGPD, la loi informatique et liberté. Et plus récemment, il va aussi y avoir l'IA Act, qui viennent en fait
encadré et donne en fait une obligation de transparence sur ces outils par les administrations. Donc les administrations doivent être en capacité d'expliquer quelles sont les règles utilisées par l'algorithme, comment il fonctionne, pourquoi cette décision a été produite par rapport à vous, citoyens. Alors généralement la transparence, elle se caractérise d'une façon assez particulière, ou elle est mise en place d'une façon assez particulière, c'est-à-dire que on a le droit à une publication du code source. C'est une chose qui est tout à fait louable. C'est vrai que ça permet à des personnes qui ont les compétences techniques d'aller voir ce qui se passe et de comprendre la façon dont l'algorithme est construit, de potentiellement faire un retour aussi dessus. Dans l'espoir que l'administration, par exemple, le prenne en compte, etc., dans une forme de boucle vertueuse. Néanmoins, à titre vraiment personnel, et je pense que je ne suis pas la seule dans cette salle ou de l'autre côté de l'écran, mais je ne suis pas sûre que ça parle à tout le monde et que l'on soit capable de comprendre quel est le résultat et comment le résultat a été calculé si on n'a pas en fait tout simplement des connaissances en développement dans des langages tels que Python par exemple qui est utilisé très régulièrement. Alors, on a de la chance parce qu'en fait, il n'y a pas que ce type ou cette forme de transparence qui passe par en fait la publication ouverte du code qui se fait. Il y a un certain nombre de villes en Europe, donc par exemple Helsinki, mais aussi en France, par exemple Nantes, qui ont fait un travail un peu de mise en registre, si je puis dire, des algorithmes utilisés et déployés par la ville au sein de ces services. Donc là, vous voyez, c'est une plateforme qui est accessible en ligne, qui est adossée à la plateforme de Open Data, je crois, de Nantes, où l'idée, c'est de dire, on va expliquer comment les algorithmes qu'on met en place, nous, ville de Nantes, fonctionnent. Donc, a priori, il n'y a que 2 algorithmes utilisés par la ville de Nantes, qui sont la tarification solidaire des transports et la tarification sociale de l'eau. Ce qui est intéressant avec cette plateforme, il y a d'autres villes en France d'ailleurs qui l'ont fait. Il y a la ville de Lille par exemple, il y a aussi Antibes qui a fait tout un travail de mise en, mise en visibilité des algorithmes qui sont utilisés. Mais là, au moins, en fait, on sort du code source pur et dur parce qu'on va aussi avoir une documentation écrite. Vous allez avoir des diagrammes aussi pour expliquer un peu la logique de règles. Et vous avez en plus une page dédiée qui va expliquer le service, à quoi il sert, etc. etc. Alors ça, c'est des démarches qui sont déjà très intéressantes et c'est une première étape un peu dans cette idée de transparence, mais on peut quand même se dire, est-ce que c'est forcément suffisant ? Typiquement, il y a un certain nombre de recherches qui viennent montrer un peu les limites de ce type d'exercice. Tout d'abord avec la question de est-ce que c'est vraiment si pertinent que ça, le fait que ceux qui produisent la transparence sur ces objets-là soient ceux qui les mettent en place. Il y a quand même une certaine ambivalence dans cette posture-là. Et notamment, par exemple, quand on se dit la ville de Nantes ne publie que 2 algorithmes, en fait, il y en a sans doute d'autres. Et donc, ça peut poser des questions, voire créer une certaine méfiance en fait, par rapport aux habitants, potentiellement, je dis bien. Il y a aussi d'autres difficultés à faire ce type de travaux. Typiquement, la notion d'algorithme, elle n'est pas forcément si facile que ça à appréhender. Pour le service public, ça va ce qui correspond à un algorithme, c'est quelque chose d'extrêmement large. Potentiellement, il y a tout un tas de procédures administratives qui peuvent être des algorithmes, parce qu'en fait, c'est oui, non, est-ce que vous avez donné telle pièce, est-ce que vous êtes dans cette situation, nanani, nanana. Mais vous allez aussi avoir des choses comme du machine learning qui est utilisé, et là, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus complexe à expliquer. Et les deux correspondent à la définition d'algorithme. Et enfin, le troisième point qui peut être un peu compliqué, c'est le fait que généralement, il y a plusieurs acteurs qui sont entremêlés, si je puis dire, dans ces systèmes. Et je pense qu'il y a un exemple qui est assez parlant dans le cadre de la ville, c'est celui des caméras, et notamment de ce qui est caméra augmentée, qui est quelque chose qui est une technologie en fait, qui a été autorisée avec la loi JO, et donc qui est en expérimentation là, pour les 2 années qui viennent. Alors ce qu'il faut voir en fait, c'est que la loi JO, normalement avec cette loi-là, ce sont seulement les services de police et gendarmerie qui peuvent déployer cette technologie. Néanmoins, la caméra, elle est quand même dans un lieu précis, dans une localité précise, donc ça peut être
dans Nantes, ça pourrait être dans n'importe quelle autre ville en France, techniquement. Et pourtant, c'est vrai que dans cette histoire de registre de traitement mis en œuvre par la ville de Nantes, peut-être que ce type de cas de figure ne pourrait pas y paraître parce que ce n'est pas Nantes qui est le responsable en fait, de la mise en œuvre, tout simplement. Donc déjà là, en fait, on voit quand même tout un tas un peu de limites sur ce type de travaux. Alors là, je parle pas mal de villes, mais on pourrait se dire peut-être qu'au niveau de l'État, justement, il y a aussi des administrations qui auraient fait ce travail de mise en visibilité des algorithmes qu'elles utilisent. Et typiquement, on peut penser par exemple au ministère de l'économie, qui a fait toute une plateforme de data visualisation pour visualiser justement la façon dont le budget de l'État est dépensé chaque année. Donc vous avez tout un tas de formes de visualisation pour comprendre comment est-ce que l'argent public est dépensé, où est-ce qu'il va, à quoi il sert, etc., etc. Donc là, on est vraiment dans une forme de transparence de l'action de l'État par rapport à une question un peu budgétaire économique. Donc je me suis dit, super, peut-être on a la même chose pour des algorithmes. Eh bien, malheureusement, ce n'est pas le cas. En faisant pas mal de recherches, je n'ai pas trouvé de travaux similaires au niveau de l'État. Alors je me suis dit, peut-être qu'il n'y a pas de plateforme, mais on a peut-être des données ouvertes qui existent quelque part. Malheureusement, non. Ce qui est un peu gênant quand son but premier, c'était de faire justement une cartographie des algorithmes étatiques. Et là est venu tout un travail d'enquête et de recherche plutôt documentaire pour essayer de constituer en fait tout simplement une base de données. Alors ça a commencé avec tout simplement des recherches dans la presse où il y a déjà un certain nombre d'algorithmes un peu j'allais dire sulfureux, si je puis dire, qui sont couverts. Donc un exemple un peu tarte à la crème, ça peut être par exemple Parcoursup, on en entend parler tous les ans. Après, il y a par exemple la DGFiP aussi, qui a fait un peu parler d'elle sur différents algorithmes qu'elle expérimente, etc., etc. Mais il y a aussi tout un autre tas de sources que l'on peut aller mobiliser, qui sont plus du ressort de j'allais dire la communication de l'État de façon assez générale, parce qu'en fait, le gouvernement met en place tout un tas déjà de programmes d'innovation qui font un peu la promotion de l'utilisation et du développement de l'IA, d'algorithmes, etc., etc. Vous allez retrouver aussi tout ce qui est un peu feuille de route stratégique des ministères, etc., où vous allez retrouver des informations là-dessus. Et vous avez aussi parfois des rapports d'instances ou d'institutions, donc typiquement le rapport du Conseil d'État, qui était assez parallèle, par exemple, à l'IA Act, pour un peu donner une vision de ce que devrait être l'IA pour l'État. Alors, en dehors de ces sources-là, vous en avez encore d'autres, qui sont cette fois-ci peut-être un peu plus compliquées, ou un peu plus ardues à lire. Ça va être tout ce qui est décision juridique. Donc, on a des lois, forcément, on a des décisions de justice, on a des avis de la CNIL, et tout ça, en fait, ça va nous permettre aussi de constituer toute une base de données, d'aller récupérer tout un tas d'informations a priori extrêmement fiables sur des algorithmes qui seraient mis en place dans les administrations. Et enfin, dernière source que je suis allée mobiliser, c'est tout simplement le travail associatif et militant qui peut exister autour de certaines de ces technologies. Donc typiquement, on a le collectif Changer de Cap qui se mobilise activement contre les algorithmes de lutte contre la fraude de la CAF. Vous avez la Quadrature du Net qui est extrêmement mobilisée sur les questions de vidéo intelligente, etc., etc. Vous avez le collectif Nos Services Publics qui s'intéresse en particulier à Parcoursup. Et puis, vous avez aussi tout un tas de conférences qui peuvent avoir lieu, qui font un peu un état des lieux. Donc là, on est plus sur le monde de la recherche et qui viennent un peu questionner tous ces objets. Donc une fois qu'on a fait un peu tout ce grand tour, qu'on a essayé de mobiliser autant de choses que possible, sachant que c'est un travail que j'ai fait sur... alors, je ne suis pas à 100% là-dessus, hein, je fais d'autres travaux de recherche en parallèle. Mais là, au point où j'en suis, j'ai réussi à priori, détecter 63 algorithmes.
Donc le travail que je vais vous montrer juste après, c'est un peu des visualisations que j'ai faites pour essayer un peu de comprendre qu'est-ce qui peut commencer à se dégager avec ces informations récupérées et collectées. Alors, je me suis amusée à faire une première présentation ou visualisation très simple, qui reprend un peu la notion de grille qu'on peut retrouver justement dans le registre de la ville de Nantes ou d'Helsinki ou autre, où on a ces 63 points qui sont représentés. Après, j'ai mis de la couleur pour commencer à identifier les ministères ou les acteurs qui sont en charge ou responsables a priori de ces algorithmes. Et quand on représente ça de façon un peu plus visuelle et claire, si je puis dire, on commence à voir certaines tendances qui émergent. Donc typiquement, on repère tout de suite qu'il y a 2 ministères qui sont assez actifs a priori ou qui ont un certain nombre de projets. Donc c'est le ministère de l'économie et le ministère de l'Intérieur. Alors peut-être que ces algorithmes, on en entend plus parler dans des publications publiques, etc., parce que ce sont de gros ministères, donc qui ont une capacité déjà de communication importante d'une part, mais aussi qui sont peut-être aussi plus surveillés d'un côté presse, associations, etc., etc. Vous avez aussi d'autres acteurs qui se dégagent, c'est par exemple les établissements publics d'État. Donc ça va recouvrir tout ce qui est Pôle emploi, les CAF, etc., etc. Donc vous avez tout un tas d'acteurs aussi qui ont l'air d'être assez actifs sur ce type d'outils et de technologies. Alors une fois que j'ai eu ça, je me suis dit chouette, ça commence à dessiner 2-3 choses. Et en fait, ce qui est déjà assez intéressant avec ça, c'est que même si c'est une visualisation qui est toute bête, on commence déjà à faire tout un travail d'éditorialisation, en fait, tout simplement. Parce que ce que j'ai dans mes données de base, c'est que je peux descendre en fait très précisément sur quel service de quel ministère met en place tel algorithme. Alors, c'est pas tout le temps le cas, hein, je tiens à me préciser, mais parfois en fait j'ai réussi à refaire cette généalogie-là. Mais du coup, quand on essaye de représenter quelque chose, on a forcément un besoin de synthèse, etc. Donc on fait un travail un peu d'éditorialisation qui amène aussi à repenser potentiellement la façon dont on construit ces données, etc. etc. Je me suis ensuite intéressée à la question des finalités et de pourquoi ces algorithmes sont développés et mis en place. Alors là, on touche peut-être un peu plus la question que je soulevais au tout départ sur quels sont potentiellement les enjeux derrière ces algorithmes. Alors ce qu'il faut voir, c'est que pour les finalités, en fait, j'ai vraiment réutilisé les terminologies utilisées dans des communications. Ce qu'on voit, c'est qu'on a certains ministères qui ont des tropismes vers certaines formes d'usage. Typiquement, le ministère de l'économie a l'air très porté sur la lutte contre la fraude. Le ministère de l'Intérieur a un peu une spécificité avec la détection d'infractions. Ça paraît assez logique par rapport aux missions de ces deux ministères. Mais après, on va aussi se rendre compte de choses dans les jeux de données. C'est par exemple tous les acteurs qui font de la lutte contre la fraude font aussi du ciblage de contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, leur action de lutte contre la fraude passe forcément par le fait de cibler les contrôles qu'elles font pour vérifier si tout est en ordre, etc., etc. Du coup, ça m'amène quand même une question sur le fait est-ce que les deux catégories devraient être fusionnées ou pas. Ça sera à voir dans un futur plus ou moins lointain. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à voir certaines, j'allais dire plutôt certains signaux faibles. Typiquement, une finalité comme celle de la protection de l'environnement. Alors, a priori, il n'y a que 2 entités qui se sont intéressées à ça. Mais quand on parle, par exemple, d'algorithmes ou d'IA et d'environnement, ce n'est pas forcément les 2 termes qu'on mettrait côte à côte, forcément le plus naturellement. Donc ce qui est déjà intéressant là, c'est qu'effectivement, on commence à voir un peu un état des lieux de l'usage des algorithmes publics, chose qu'on n'a pas forcément comme ça d'accessible. Alors pour en revenir aussi à cette question d'impact, je me suis aussi intéressée au fait de savoir est-ce qu'on peut réussir à comprendre et représenter j'allais dire la sensibilité de ces traitements. Et donc, dans tout ce que j'ai pu lire, j'ai essayé de voir et de caractériser si tel algorithme prenait une décision individuelle et est-ce qu'il aidait à la décision et est-ce qu'il était automatisé. Donc c'est un peu 3 axes. Alors, ces questionnements, ça amène à une autre représentation qui, cette fois-ci, est un peu une matrice, hein, grosso modo, c'est assez simple.
où l'idée, c'est déjà, quand on essaye de représenter ça, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 31 algorithmes qui sont ni sur la décision individuelle, ni sur de l'aide à la décision. Donc en fait, ça va par exemple être ça va être là, par exemple, pour faire de la maintenance ou ce genre de choses. Et puis, vous en avez à peu près une trentaine d'autres qui sont effectivement autre part dans le cadran, si je puis dire. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce type de visualisation, ça nous aide quand même un peu à identifier des algorithmes qui seraient sans doute plus sensibles ou qui auraient sans doute des impacts importants sur des citoyens. Et peut-être par rapport aussi à la question de moyens qui sont alloués ou disponibles dans les ministères ou autres pour faire cet exercice de transparence, ça pourrait être utilisé pour se dire c'est peut-être cet algorithme et cet algorithme sur lequel il faudrait qu'on se concentre dans un premier temps avant de faire tout le reste de la liste. Aussi une petite précision par rapport à cette visualisation, c'est que vous avez des points qui ont un double cercle. Ça, c'est vraiment les algorithmes qui ont une automatisation très forte. C'est-à-dire que dans le cas, par exemple, des LAPI, c'est quelque chose qui est totalement automatisé en termes de contravention, a priori. Ou alors, si on parle du foncier innovant, on est à une forme d'automatisation où il reste juste un agent qui vérifie si une piscine a bien été détectée, par exemple, sur une image. Donc on est quand même sur un niveau d'automatisation très fort, où l'agentivité, on va dire, de l'agent et la capacité de choix de l'agent est aussi assez réduite. Alors, tout ça, pourquoi ? Tout ça, en fait, c'est plus exactement, c'est un travail en cours, donc il y a encore pas mal de choses que je vais faire. Et ce que je trouve intéressant déjà avec ces premières visualisations, c'est que ça amène à questionner un peu la façon dont les données sont construites pour l'instant, donc la structure de la base de données tout simplement, et aussi ça amène à consolider justement la grille d'analyse. Si je reviens ici, par exemple, quand on parle de décision individuelle ou d'aide à la décision, typiquement, il y a sans doute une gradation qui existe sur la gravité potentielle de la décision individuelle. À quoi ça touche ? Est-ce que ça touche à des aspects économiques ? Donc, par exemple, dans le cas d'allocation, effectivement, on va retirer une aide économique à une personne, à une famille, ce qui peut quand même avoir des conséquences très graves. Mais à contrario, par exemple, quand on est sur du LAPI, on est sur une logique de contravention. Donc on n'est pas en train de retirer de l'argent, on en demande, plus exactement. Ou si je parle de Monitorfish ou Simnav, c'est effectivement des décisions qui concernent et qui vont impacter des individus, mais plus dans leur cadre de travail. Donc on n'est pas, à mon sens, on n'est pas exactement sur la même nature en fait, de décision et d'impact. Et pareil pour l'aide à la décision, il y a aussi là sans doute toute une gradation qui existe entre des systèmes qui seraient totalement automatisés, type IA Flash, type LAPI, face à d'autres outils qui sont vraiment là juste pour aider à la décision, un peu comme ce qui a été présenté juste avant par Jérémy Boy. Donc ça c'est un peu la grande question, fiabiliser les données et consolider la grille d'analyse. Deuxième point, qui m'intéresse beaucoup, ça va être celui de trouver d'autres modes de représentation de ces informations et de la description en fait, qu'on fait de ces systèmes-là. C'est-à-dire que les présentations, les visualisations que je vous ai montrées là, qui sont quand même assez simples, ça donne une vision un peu globale, mais pour moi, il y a quand même d'autres enjeux qui existent et qui pourraient être représentés par d'autres façons, Typiquement, ça c'est un exemple qui a été fait lors d'une expo à Vienne, lors d'une design biennale, un truc comme ça, et où vous avez Anatomy of an AI, qui est un projet assez connu de Vladan Choler et Kate Crawford, qui décrit en fait tout le système, si je puis dire, terrestre, toute l'infrastructure nécessaire pour un objet comme l'Amazon Echo pour fonctionner et exister. Et donc en fait, c'est vraiment la partie noire que vous avez au milieu. Et donc, ils sont allés voir quelles sont les terres rares nécessaires pour que ça fonctionne, quelle est la hiérarchie de travail nécessaire pour que ça fonctionne, etc., etc. Donc, en fait, tout ce travail un peu d'infrastructure et de mise en avant de l'infrastructure me paraît assez pertinente. Ce qui amène aussi à se questionner, par exemple, sur comment décrire aussi ces systèmes de façon différente en prenant des mesures qui viennent d'autre part.
Typiquement, je pense que sur la question des algorithmes publics, il y a souvent l'argument de dire ça va coûter moins cher, ça va permettre de faire des économies à l'État, etc. etc. Pour l'instant, j'ai trouvé aucune preuve sur le sujet qui va dans un sens ou dans l'autre, mais potentiellement, on pourrait avoir un mode de représentation qui s'intéresserait justement à ces aspects économiques. C'est-à-dire, par exemple, on avait tant de personnes qui travaillaient avant l'arrivée de l'algorithme, aujourd'hui, il n'y en a plus que tant. Par contre, le coût du projet, ça nous aurait coûté tant, etc. etc. Donc ça, c'est un peu des pistes d'ouverture qui demandent aussi à aller chercher d'autres données et informations. Aussi, pour continuer sur un autre axe qui me paraît aussi très fertile, c'est celui un peu d'une forme de transparence de l'algorithme, mais in situ. C'est-à-dire que généralement, quand on reçoit une décision administrative, je vais vraiment parler de ce cas-là en particulier, on reçoit un joli courrier de l'administration en question. Donc, par exemple, quand vous avez une contravention, vous avez un joli courrier du ministère de l'Intérieur qui vous annonce que vous n'avez pas, je sais pas, respecté telle limitation de vitesse, etc., et que vous devez tant. Vous n'avez pas vraiment d'explication du pourquoi, du comment. Alors vous allez vous dire, pour une contravention, ça va, c'est peut-être qu'on s'en fiche un peu. Et encore, si c'est pas vous qui étiez en train de conduire ou si c'est pas votre véhicule parce que une histoire de doublette ou autre, bon bah c'est quand même un peu embêtant. Mais dans d'autres cas, par exemple la CAF, ça peut être quand même pas mal quand on est allocataire de comprendre ce qu'on nous reproche et d'être en capacité aussi de prouver simplement que on n'est pas forcément en tort, etc., etc. Alors ceci étant dit, il y a certaines plateformes, et là je pense à Parcoursup en particulier, qui essayent un peu de faire ce principe ou de mettre en œuvre ce principe de transparence, j'allais dire by design dans la plateforme. Alors ça c'est des captures d'écran qui ont été prises il y a 1 an à peu près, donc je ne sais pas, ça a peut-être évolué depuis, je ne sais pas. Mais grosso modo, sur la plateforme, vous allez avoir tout un tas d'indicateurs et d'informations qui vont a priori vous aider, vous en tant que candidat, à estimer vos chances d'être pris dans telle ou telle formation, je crois. À titre personnel, je suis un peu sceptique sur la facilité de prise en main de ces chiffres. Après, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes jeunes dans la salle qui ont dû vivre Parcoursup, donc ils ou elles auront peut-être des retours sur le sujet. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même une forme de transparence contextuelle vraiment intégrée à une plateforme au moment où on fait un choix, etc., etc., qui pourrait effectivement aider à prendre une décision, à s'inscrire ou pas à telle formation. Et pour finir vite fait cette présentation sur les futures étapes, l'idée à terme c'est quand même de réussir à publier quelque chose, une forme d'observatoire des algorithmes publics. Quelle forme est-ce que ça va prendre? Est-ce que ça va reprendre des visualisations qui ont été présentées là ou pas? Je ne sais pas du tout, mais quoi qu'il en soit, c'est un peu le but long terme. Et je vais m'arrêter là, tout simplement. Okay. Merci Estelle Harry, merci beaucoup. On prend quelques questions, peut-être des questions déjà dans la salle, ou peut-être Frédéric, pour commencer. Oui, moi j'en ai une s'il n'y en a pas, évidemment. Vous avez le micro, ouais. Il faut l'allumer. Au pire, on se parlera plus tard. Peut-être Frédéric commence avec ta question et puis le temps de... Le temps que ça fonctionne. C'est bon. Attends, c'est bon. Oui, je me posais la question. Vous avez parlé du coup des caméras augmentées, je crois, et je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Oui, effectivement, désolé, ça c'est les termes techniques qu'on ressort comme ça. En fait, les caméras augmentées, c'est grosso modo des caméras qui vont être utilisées pour faire de l'analyse a priori en temps réel pour savoir si, par exemple, il y a des comportements anormaux dans une foule. Ou, toujours en parlant de foule, si, par exemple, il y a des mouvements de foule, des mouvements de panique. Et ça, en fait, typiquement, ça va être utilisé a priori pour améliorer la sécurité d'événements, etc., etc. Et typiquement, c'est utilisé dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby et des JO parce que, a priori, il y aura beaucoup de monde autour au moment des manifestations sportives, etc. Sachant que ce qui est quand même important à avoir en tête avec ça, c'est que c'est pas que dans le cadre de manifestations sportives, ça peut être aussi dans le cadre de manifestations culturelles. Donc par exemple, tout ce qui va être festival de musique, ça va être concerné, etc. Voilà. Donc ça pose quand même un certain nombre de questions éthiques, en termes de liberté aussi individuelle, etc.
Et justement, si je peux rebondir sur cette idée de caméra augmentée, les données donc, peuvent être traitées, analysées et stockées. Donc on va utiliser souvent l'idée de la sécurité publique, le risque de terrorisme, pour justifier justement la mise en place de systèmes de surveillance. Est-ce que tu peux raconter un peu comment la CNIL gère, quand même faire référence à la problématique de l'intérêt général de la CNIL pour assurer que justement la pratique est plus éthique relatif à d'autres pays où les droits individuels sont moins développés? Alors là, typiquement, pour être très honnête, moi, je n'ai pas suivi ce sujet-là directement quand j'étais encore à la CNIL. Je tiens à préciser, donc j'inviterai toute personne vraiment très intéressée à aller aussi se référer à ce qui est écrit sur le site de la CNIL. Mais en termes de garantie, en fait, le rôle de la CNIL, ça a été justement de jouer les garde-fous par rapport au projet initial qui était proposé, notamment en ajoutant une obligation d'évaluation en fait, des dispositifs pour savoir si c'est vraiment utile ou est-ce que ça permet vraiment de faire ce que c'est censé faire ou est-ce que en fait ça ne sert à rien. Déjà ça c'est un premier point pour savoir si on le garde sur du vraiment long terme ou pas, parce que pour l'instant si je dis pas de bêtises, je crois que c'est jusque fin 2024 ou 2025 que le dispositif que ce type de technologie est autorisé. Et après, il y avait aussi tout un tas d'autres garanties qui ont été rajoutées en fait par la CNIL pour justement limiter et contraindre ce type de technologie et en fait permettre un usage, on va dire, raisonné d'un tel dispositif. Et notamment, par exemple, le fait que ça soit je crois, le ministère de l'Intérieur qui puisse vraiment utiliser ce type de techno. Ce qui peut poser par ailleurs pas mal de questions. Enfin, typiquement, je pense qu'il y aurait une personne de la Quadrature ici, elle n'aurait pas eu ce discours-là. Ok. Une des choses, tu as mentionné le AI Act, et ce qui est intéressant dans le AI Act, c'est justement la définition et la grille qu'ils utilisent pour évaluer justement les modèles prédictifs par un niveau de risque, voilà, et que justement quelque chose qui a un impact fort sur la liberté, sur le potentiel, l'agency des humains pose beaucoup plus de risques que des algorithmes de maintenance comme tu as identifié. Cette notion d'économie, on voit qu'il y a énormément d'algorithmes liés à la détection de fraude. Et tu as parlé de ce cas aux Pays-Bas, où justement des personnes se sont retrouvées accusées de fraude et donc ont eu leurs droits financiers, leur aide financière coupée. Donc il y a un problème de transparence, de droit de contestation. Est-ce qu'il y a justement des répercussions derrière pour ce type de système qui, au final, économise de l'argent au gouvernement local? Des répercussions par rapport au gouvernement? Oui, voilà. Alors, je pense que typiquement, Rotterdam, c'est assez intéressant parce que je crois qu'ils ont fait marche arrière en fait, sur le système et ils l'ont désactivé. Okay. Et en Europe, il y a un certain nombre de systèmes comme ça qui ont fini par être mis de côté parce qu'on se rendait compte que ça avait des impacts beaucoup trop importants sur les populations et que on se dit quand même qu'en tant que service public, c'est peut-être pas acceptable. Oui. Une chance. Après, en France, typiquement, j'ai pas eu vent de la CAF qui avait décidé d'arrêter, par exemple, son algorithme de lutte contre la fraude ou d'essayer de le repenser ou autre. Après, ça, c'est toujours aussi une grande question sur, on va dire, la transparence de l'action publique. Parfois, les administrations n'ont pas envie, en fait, de jouer le jeu et de faire ce travail. Et parfois, il y a des raisons qui peuvent se comprendre, mais parfois, je pense que c'est plus je sais pas, je suis pas toujours sûre de vraiment voir pourquoi il y a cette sorte de peur ou de réticence un peu à dire qu'on utilise ce type d'outils, quoi. Parce qu'en soi, enfin,
je considère qu'il n'y a rien de mal non plus à les utiliser si on fait en sorte de les utiliser correctement, quoi, et d'avoir toutes les garanties, etc. Et d'avouer qu'ils sont en service. Et typiquement, tu parlais des voies de recours, etc. Ça, c'est un truc, mais qui n'est pas du tout pensé. J'ai vraiment apprécié ta démarche pour identifier justement ces algorithmes. Et ça, c'est un travail d'enquête qui est super intéressant. Et c'est vrai que dans les cas en particulier, il y a plein de personnes qui ne se rendent pas compte qu'il y a des outils d'un modèle prédictif qui vont être déployés, en particulier dans le secteur privé, où il y a littéralement actuellement aucune obligation de l'annoncer. Côté secteur public, est-ce que, parce que je regardais un peu dans ceux que tu as pu identifier, très peu dans le milieu militaire. Voilà. Est-ce que c'est quelque... Est-ce que c'est quelque chose qui est un terrain gris? Voilà. Non, en fait, c'est un bon point que j'ai pas du tout mentionné. C'est vrai que les représentations révèlent aussi ce qu'il n'y a pas dans les données. Et c'est vrai que le ministère des Armées, j'ai trouvé qu'un algorithme. Ce qui me paraît un peu étrange. Oui. Après, c'est typiquement le type de ministère qui, je peux comprendre pourquoi ils ne veulent pas parler, parce que intérêt de la France, nanani, nanana. On peut comprendre qu'il y a des sujets un peu touchy, mais... Il y a comme le droit de l'individu qui rentre. Sachant que il y a aussi peut-être une particularité sur un ministère comme celui des Armées, c'est que... Je ne sais pas à quel point ce qu'ils font ont toujours un contact avec des citoyens de façon directe. Par exemple, si on pense à des opérations extérieures à la France, en fait, on décale presque le problème sur des populations qui ne sont pas françaises, etc. Et qui n'ont pas les droits des Européens non plus. Mais ce qui pose tout un tas d'autres questions qui est quand même, d'un point de vue éthique, particulièrement pertinent. Définitivement. On voit du coup ce travail d'enquête, qui est finalement un travail de fourmi, mais plutôt d'observation extérieure. Mais en termes d'interlocuteurs avec ces différentes structures, vous arrivez quand même à échanger, à présenter en fait l'ambition du travail que vous avez démarré, ou comment c'est reçu Alors pour l'instant, en fait, j'ai pas encore fait le travail de, contact des administrations, parce que je voulais déjà avoir quelque chose qui... Premier niveau, un premier niveau et quelque chose d'un peu fiable, pour pas... Mais c'est intéressant. Voilà, pour pas être non plus en mode c'est ça. Là, j'ai vu des algorithmes. Du coup, c'est aussi pour ça que je suis pas forcément allée directement voir des administrations. Après, je pense que le travail pourrait intéresser, et surtout, je pense que ça peut être utile comme objet de discussion. Parce que typiquement, quand je disais que la notion d'algorithme n'est pas forcément facile à appréhender, c'est pas un mythe en fait, c'est même en fait les obligations, c'est pas forcément sur tous les algorithmes mis en place par la fonction publique, sinon on n'en sort pas. Mais déjà, bien comprendre, est-ce que cet algorithme-là devrait rentrer dans ce cadre, même ça, c'est pas si simple que ça. Donc si des administrations nous regardent et sont ouvertes à la discussion, ça sera avec plaisir. Le prochain invité du ministère de l'Intérieur. Voilà, parfait. Un bon lien, quoi. Et justement, il y a 2 ans, nous avions des représentants de l'État Lab qui étaient venus justement parler des algorithmes publics, qui est un peu l'équivalent de ce que tu as présenté pour les 2 algorithmes de Nantes. Quelle est la relation avec l'État Lab que vous avez? Data Lab, Hein? Data Lab ou État Lab? État Lab. État Lab. Alors pour moi, État Lab, ils ont fait un guide justement, j'en ai parlé, mais je pense pas qu'ils ont fait vraiment ce travail de registre. Alors je peux me tromper. Par contre, ils ont fait un travail de documentation des projets qui faisaient partie de l'un de leurs programmes d'innovation qui étaient les entrepreneurs d'intérêt général. Et où en fait dans ce programme, tous les projets n'avaient pas trait à des algorithmes ou autres, mais il y en avait un certain nombre, et du coup ça c'est une bonne source d'information pour retrouver des algorithmes. Je pense qu'ils font une part non négligeable de ma base de données. Après, j'ai des contacts avec État Lab, mais pas dans le cadre de cette travail de cartographie, mais typiquement en termes d'interlocuteurs, je pense qu'il serait assez pertinent. Il y a aussi pour moi un gros enjeu au sein des administrations, quelles qu'elles soient, c'est la question des ressources, parce qu'ils n'ont pas forcément les gens pour faire ce travail de documentation, de mise en entre guillemets valeur des algorithmes, etc. Donc ça c'est aussi un sujet existant.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Je vous laisse là. Prenez le micro, par contre, ce serait... Merci. Il faut que ce soit vert. Oui, moi, ma question, c'était, du coup, on a parlé d'enquête, donc effectivement, il y a un travail relativement journalistique, et du coup, la question, c'était quel est le rôle du design, enfin, ou en tout cas, quelle était la perception du rôle du design dans ce travail de recherche? C'est une bonne question. En fait, je pense qu'il y a déjà un premier rôle qui est celui de cadrer un peu le questionnement ou la réflexion. Typiquement, je pense que ça se voit un peu au travers de la présentation, mais il y a plusieurs formes de transparence qui ont été montrées. Par exemple, le fait de publier le code source, par exemple, le fait de faire un registre publiquement accessible, etc., etc. Et tout ça, c'est déjà un peu des choix de design, si je puis dire, au sens large, de l'application de ce principe de transparence. Et du coup, là, j'ai quand même eu une autre approche qui est de dire, au lieu de me focaliser sur un seul acteur, j'ai essayé d'avoir cette approche un peu plus globale. Donc en fait, pour moi, il y a quand même un premier aspect de design qui est d'analyser un peu l'existant et de se dire, OK, dans cet existant, comment est-ce que je navigue et quel est l'angle en fait que j'utilise, qui a mené au travail d'enquête, justement, qui n'est pas fini. Et après, pour moi, il y a un deuxième aspect de design qui est plus peut-être dans la partie visualisation, même si là, c'est un travail un peu, brut que j'ai pu faire. Mais parce que, en fait, là, mon but, c'était vraiment d'essayer de comprendre ce qu'il y avait dans les données, ce qu'il n'y avait pas aussi, et de aussi avoir une forme de réflexivité, en fait, sur le travail qui avait été fait jusqu'à présent. Donc, en fait, pour moi, le design, c'est vraiment toute une... Enfin, il y a eu plusieurs aspects de design, et en fait, à mon sens, le travail d'enquête fait aussi partie du travail des designers, en fait. La collecte de la donnée. La collecte de la donnée, etc. C'est vrai que... Méthodologie. Ouais, c'est vrai que la question de la collecte de la donnée, c'est pas un truc sur lequel les designers vont facilement. Néanmoins, je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux là-dedans par les projets que j'ai pu mener, etc. Dans le sens où, et je pense que Jérémy Boy en a parlé juste avant aussi, la façon dont les données sont produites, c'est pas du tout neutre. C'est le résultat de tout un tas de choix, etc., etc. Donc c'est le résultat de tout un choix de design au sens large, encore une fois. Et je pense que pour les designers, ça a vraiment du sens d'aller là-dessus, et d'autant plus avec des systèmes d'IA qui sont entraînés sur des données, etc., etc. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. On va suivre avec intérêt votre travail de doctorat. On sent qu'il y a un vrai sujet, et c'est pas fini parce que venez cette enquête, et on va suivre avec l'équipe. Peut-être que vous reviendrez justement dans quelques temps. Dans quelques années pour présenter la fin. Merci beaucoup, Estelle, Frédéric. On enchaîne avec notre dernière intervention de l'après-midi. On va accueillir en plateau Quentin Leroy, qui est chef de projet développement informatique au ministère de l'Intérieur, et Frédéric Degouzon de l'École de Design.